Bonjour Benjamin. Donc, Bonjour. je voudrais déjà que tu te présentes, à savoir ce que tu fais dans la vie et quel est ton rapport au rugby aussi. Et après, j'enchaînerai les questions. Alors, moi je m'appelle Benjamin Perrier, je suis né en 1965, donc j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai plusieurs enfants, 4 en tout. Dans ma vie professionnelle, je suis entrepreneur, enfin je gère une entreprise spécialisée dans l'informatique, la téléphonie et puis l'électricité. Voilà. Et je suis aussi président du rugby club de Drancy. D'accord. Voilà. Alors, moi, maintenant, j'ai une question sur le rapport que toi, tu as au rugby. Est-ce que tu as fait d'autres sports dans ta vie? Non, Tu as fait que du rugby. je fais que du rugby. Et alors, j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que tu penses que le rugby est un sport différent des autres ou à part ou pas spécialement? Si. Pour moi, c'est l'unique sport, qui représente on va dire la solidarité, typiquement ce que peut représenter un sport d'équipe. Le rugby, sans les autres, tu fais rien. Mhm. Je pense que dans tous les autres sports, c'est pas aussi représentatif que dans le rugby. Ça, c'est mon avis. Je n'ai fait que du rugby, on va dire oui, sérieusement, enfin comme sport. Après, plus jeune, j'ai fait un petit peu de foot, comme tout le monde, un petit peu de tennis aussi, et puis après le sport à l'école, quoi. Et ta carrière dans le rugby, c'était quoi? Alors moi, j'ai commencé à Drancy. J'ai commencé tard, j'ai commencé à 15 ans, 14-15 ans, en cadet. Ça m'a vite passionné. Donc je suis resté jusqu'en junior, donc je suis resté à Drancy en fin de compte 3 années. En jeune et passé junior, le club à l'époque n'avait pas d'équipe junior et ne pouvait pas me proposer quelque chose pour que je joue. Il n'y avait même pas d'entente à l'époque, il n'y avait rien. Et donc j'ai décidé de partir, d'essayer l'aventure ailleurs, et j'ai signé au CSG, qui est maintenant le Stade Français, qui à l'époque était en 2e division. La deuxième division, ça Ouais. s'appelait comment? Ça s'appelait comme ça? Ça s'appelait la 2e division. D'accord. À l'époque, c'était 3e division, 2e division. Et après, il y avait première division, groupe A, groupe B. Ah oui, aussi. Et il y avait je ne sais plus combien de clubs, enfin énormément de clubs. Et donc, je suis arrivé en junior dans ce club. Déjà, c'était un choc culturel parce que moi, je suis issu du 93, là. Je vivais à côté du stade, au milieu des cités, là-bas. Et j'arrive dans le 16e parce que c'est au stade Jean-Bouin, le CSG. Et la population, c'était des fils d'ambassadeurs, des fils de gens qui avaient un niveau social qui n'était pas le mien. Donc voilà, enfin, intéressant parce que tu sors un peu de ton cadre et puis voilà. Rugbystiquement, ça a été aussi très intéressant pour moi. Je pensais pas tout de suite jouer à un bon niveau, et puis j'ai été tout de suite capitaine dans l'équipe. Enfin bon, voilà. Et l'année où donc j'arrive, où je suis junior, le club monte. Donc l'équipe première monte de 2e division en première division groupe B. En effet. Donc voilà. Et je me trouve, moi, l'année d'après... Ce qui pourrait être, pour situer, une sorte d'équivalent de la Pro D2. Pro D2, ouais, c'est ça. En termes de niveau, quoi. En termes de niveau, c'est à peu près ça. Bon, à l'époque, on remet dans le contexte. Hein, c'est pas le rugby pro, ça n'a rien à voir. Bien sûr. C'était complètement différent. Et donc, le club accède à ce niveau-là, et moi, l'année d'après, je passe donc senior, et je vais jouer à ce niveau-là. Alors, je suis pas titulaire du tout en première, hein. Je fais le début de saison, tout ce qui est préparation de match, en match amicaux, etc. Ça, je suis dans le groupe. Et ensuite, je pars à l'armée, moi, cette année-là. Donc, je suis là du mois d'octobre. Et donc, je fais toute la préparation août, septembre. Donc, où je suis dans le groupe. Et après, je pars à l'armée. Et j'y suis plus pendant 3 mois, puisque je fais mes classes. Et après, je reviens sur Paris avec l'armée. Et j'ai des facilités, parce que je suis pistonné par le rugby, d'ailleurs, qui me permet de rester sur Paris et avec des horaires de bureau.
Donc je reviens vers la fin de l'année, décembre par là, et là je joue en équipe B. À cette époque-là, on jouait à des grands clubs comme La Rochelle, Angoulême, etc. Quoi. Donc voilà. Ok. Et en tant que chef d'entreprise, tu bosses dans quel domaine? Alors j'ai une boîte qui s'occupe de tout ce qui est réseau informatique, téléphonie, vidéosurveillance, et puis on a aussi un secteur électricité, donc on fait tout ce qui est installation électrique dans les bureaux, le particulier. Et pareil, pour développer ta boîte, c'est quelle taille? Alors c'est une petite boîte, on n'est pas beaucoup, on est 5. D'accord. Voilà, donc c'est pas une multinationale. Hein. Alors pour revenir à Drancy, donc tu es président du club, j'aimerais que tu me parles un peu de ce qui se passe ici en ce moment, c'est-à-dire à tous les niveaux, sportivement, le fait que le club a accédé à la Fédérale 1 cette année, les perspectives, enfin, comment tu voudrais présenter les choses si tu as le temps de développer, donc vas-y. Alors, comment ça se passe cette année? Alors cette année, c'est, on va dire, pour en tout cas les seniors, c'est une année difficile. On a accédé, donc la saison dernière, on était en Fédéral 2, on a accédé en Fédéral 1, qui est le plus haut niveau en amateur. Au-dessus, c'est les pros, la Pro D2 et le Top 14. Enfin, si on peut dire qu'au-dessus, c'est les pros, parce que la Fédéral 1, après y avoir participé déjà depuis quelques mois, on s'aperçoit que les clubs qui jouent en Fédéral 1 sont pros, quoi. Enfin, on va dire 70-80% des clubs sont pros, ils ont les 35-40 joueurs pros, donc bon, pour moi on peut plus appeler ça de l'amateurisme. Il y a encore quelques clubs comme nous, on va dire, si vous regardez les 3-4 derniers de la poule, qui sont dans du semi-amateur, semi-pro, on va dire, avec quelques joueurs qui sont, on va dire, pros, qui ont des contrats et qui font du rugby toute la semaine. Mais enfin voilà, une petite parenthèse là-dessus. Donc sinon, le club a accédé à ce niveau-là, qui est un très bon niveau de rugby, difficile à appréhender là cette année parce qu'on n'était pas prêt, tout simplement, il faut le dire. Donc on a accédé à ce niveau, voilà, sur le tapis vert. Donc on a pris l'accession, mais on n'était pas prêt. Donc le club fait avec, quoi. On subit un petit peu ce championnat, mais qui reste très intéressant. Voilà, et pour développer ça, est-ce que tu vois une problématique spéciale à la Fédérale 1, l'articulation entre le monde du rugby amateur et le monde du rugby pro? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que, je sais pas, il y a des choses à penser ou... Moi je dis que c'est une hypocrisie, parce que là, t'es au plus haut niveau amateur, mais ça n'a absolument rien d'un niveau amateur. Tous les clubs qui sont à ce niveau-là veulent accéder au niveau du dessus, qui est le niveau pro. Donc ils s'équipent pour être prêts pour le niveau du dessus. Et c'est du professionnalisme. D'accord. Moi, ce que je reprocherais au niveau de la Fédé, c'est que tu n'as aucune aide, quoi. Tu accèdes à ce niveau-là, la Fédé, à part te mettre des contraintes de surveillance via la DNACG qui t'impose 3-4 on va dire audits dans l'année avec des comptes à rendre, etc. La Fédé ne t'aide en aucun cas. Débrouillez-vous. Ouais. Alors moi, on va passer un peu à un niveau plus général sur le rugby, parce que ça m'intéresse aussi de savoir ce que tu penses de ce qui s'est passé dans le rugby français depuis 10 ans. Et aussi, parce que je pense qu'on est très légitime à parler de ce qui se passe au niveau au-dessus, justement, de ce qu'on voit à la télévision, par exemple. Donc là, qu'est-ce que t'inspire le parcours de l'équipe de France tout récemment et depuis 10 ans, par exemple? Alors, tout récemment, ça me plaît ce qu'ils font là depuis le début du tournoi. Bon, ça me plaît parce que déjà ils gagnent, évidemment, mais c'est pas que ça. On sent qu'il y a une envie de jouer, une fraîcheur, voilà. Et puis ils y ont mis les éléments humains qui, à mon avis, étaient nécessaires, c'est-à-dire les jeunes. Voilà, les jeunes il y en a beaucoup qui ont été champions du monde moins de 20 là, qui jouent. C'est ça c'est la solution, c'est celle-là. Il faut se servir du réservoir français de jeunes qui est pour moi exceptionnel, peut-être les meilleurs du monde. D'ailleurs, ils l'ont prouvé, puisque ça fait déjà la deuxième fois que les U20 ont été champions du monde, donc c'est pas pour rien.
Et voilà, après, il suffisait juste de l'orchestrer et puis que ça faire monter la mayonnaise pour que ça marche. Et apparemment, ça a l'air de fonctionner là actuellement. Bah alors j'imagine quand même que tu penses, alors moi comme moi peut-être que tous les problèmes sont pas réglés. Non. Les problèmes qui ont plombé quand même cette équipe de France pendant 10 ans ne sont pas réglés. Je Non, pense qu'il y a c'est des pas problèmes réglé. structurels. J'aimerais bien qu'on Alors, avance un peu là-dessus. Vas-y si tu veux. l'équipe de France, enfin moi je le dis, mais c'est le monde du rugby qui connaît un petit peu ce sport le dit aussi. L'équipe de France, elle est gangrénée par le top 14. Voilà, le top 14, c'est le meilleur championnat au monde, d'après ce qui se dit. Autoproclamé. Voilà, autoproclamé meilleur championnat du monde, tu as raison de le dire. Après, pour moi, ça gangrène le rugby français parce que il y a plein de joueurs étrangers qui viennent dans ce championnat parce qu'ils sont attirés et par le niveau, mais aussi par l'argent, faut être clair. Hein. Et ben, tous ces joueurs qui viennent jouer en France prennent la place d'un joueur français qui a été formé en France, etc. Après, je veux pas faire de l'immigration, voilà. Oui. C'est pas du tout mon propos, c'est pas ça. Hein. Bien sûr. Mais je veux dire alors je ne sais pas, enfin si, je sais, les clubs se servent surtout de venus de joueurs un peu connus avec un beau CV pour faire venir des spectateurs, certainement, pour vendre, voilà. Et peut-être que la victoire de l'équipe de France, les victoires de l'équipe de France sont peut-être un aussi bon moyen de faire venir des gens au rugby. Non, je pense. Non, est-ce que De c'est l'extérieur Ouais, oui. Le grand public. Ouais. Oui. Parce que bien le sûr. grand public s'intéresse pas à savoir ce que fait Montpellier contre Brive. Il s'en fout. Non. Ah non, là, il n'y a que celui qui aime le rugby qui s'intéresse à ça. Voilà. Donc l'équipe de France va faire venir des gens au rugby, certainement, oui. Ouais. Des gens qui sont pas forcément... oui, je pense, oui. Bah, l'équipe de France, c'est quand même un gros moteur pour le rugby français. Ouais, 8 millions d'audience, c'est clairement. Moi, je pense que ils ont oublié le top 14, que c'était quand même leur principale vitrine. Oui, Je dirais même que, est-ce que c'est pas le service public du rugby, l'équipe de France? Oui, je pense. Après, c'est évidemment le moteur du rugby français. Si l'équipe de France va pas bien, le rugby français va pas bien. Le rugby français ne va pas bien depuis déjà longtemps, à l'image de l'équipe de France. Là, ça a l'air d'avoir un renouveau, je l'espère, pour le rugby en général, surtout pour les clubs amateurs. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un nombre de licenciés qui régressent tous les ans, que c'est très compliqué de faire venir jouer des jeunes au rugby. C'est vraiment compliqué. Nous, on le sait ici au club parce que en ayant fait énormément de choses sur la partie sociale pour attirer les enfants, pour les garder au club, etc., on a réussi à stabiliser le nombre de licenciés de jeunes, voire même un petit peu en hausse, qui est rarissime dans l'Hexagone. Hein. Il y a très peu de clubs qui ont réussi à faire ce que nous on a fait au niveau de licencier des jeunes. Là, j'en profite pour rebondir là-dessus. Tu peux présenter un petit peu ce qui est fait ici, au niveau des jeunes? Bien sûr. Il y a déjà maintenant, c'est la troisième année qu'on a mis en place, quand je suis arrivé à la présidence, une plateforme qui s'appelle Rugby Link Drancy. Et ça, c'était une idée, c'est une idée qui germait dans ma tête depuis un moment, parce que ma réflexion sur le rugby, c'était que le rugby doit apporter évidemment toutes les valeurs qui portent avec dans le jeu, mais aussi la partie sociale et on va dire la partie familiale de ce sport. Moi j'ai connu le rugby, ça m'a aidé dans ma vie. Je le disais tout à l'heure, par exemple, ça m'a aidé à l'époque où je suis parti à l'armée. Voilà, on m'a aidé de façon à ce que je puisse rester sur Paris. Dans mon boulot aussi, après, j'ai eu des expériences professionnelles à travers le rugby. Voilà, donc cet apport-là, moi j'y étais sensible et je voulais pouvoir l'exporter au club là, puisque maintenant je suis président et puis je peux influer sur différentes choses. Et donc on a mis en place cette plateforme qui s'appelle Rugby Link Drancy et qui permet déjà de donner des opportunités de travail, de formation, de stage à des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, on va dire les gens qui font partie de la famille du Rugby Club de Drancy. Et donc on a mis en place cette plateforme qui permet de faire rencontrer des gens qui cherchent du boulot, des stages, etc. avec le partenariat, le réseau qu'on peut avoir avec des entreprises. Donc ça marche assez bien. On a beaucoup de réussite sur plein
sur plein de personnes qui sont au club, donc de jeunes et moins jeunes. Donc ça, c'est la première chose qui a été mise en place. Ensuite, à travers Rugby League Drancy, on a aussi mis en place ce qu'on appelle le mercredi tout compris, par exemple, pour les enfants, qui permet aux enfants le mercredi d'être là toute la journée. Donc on leur donne accès le matin accès à des sorties culturelles ou autres. Par exemple, ils ont été visiter un chantier à côté à l'époque de la construction du collège. Ils ont été visiter Versailles, enfin bon, plein de choses un peu différentes comme ça. De MC 93 au théâtre. Voilà, le théâtre par exemple. Et l'après-midi, donc de faire du rugby, donc et de les garder dans le club par rapport au sport pour l'après-midi. Voilà. Ensuite, on propose plein de choses aux jeunes et moins jeunes dans la globalité, on va dire, du club par rapport à cette plateforme. D'accord. Alors, bon. On va revenir un tout petit peu, on va repartir dans le rugby professionnel. Moi, je voudrais savoir ce que tu penses des présidents milliardaires et de leurs résultats. Ouais, franchement, Non, mais pas individuellement, mais savoir qu'est-ce que ça veut dire du sport actuellement, de l'évolution de ce sport. Par exemple, on peut penser au Stade Français, on peut penser à Montpellier. Je pense à ces deux-là parce que je trouve qu'ils sont assez emblématiques des résultats. C'est-à-dire que on sent bien que c'est un gars qui peut se retirer et puis faire tomber tout. Voilà, c'est ça. En fin de compte, déjà les milliardaires de ces clubs-là n'ont jamais joué au rugby. Ils savent pas ce que c'est que le rugby. Ils sont arrivés dans ce monde-là parce que je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Il y avait plus de place dans le foot. Ouais, ou par connaissance, j'en sais rien. Enfin bon, voilà. Ils mettent du pognon là-dedans parce que pour moi c'est leur danseuse. Hein. Je vois pas d'autre intérêt. Je pense qu'ils gagnent pas d'argent. Hein. Bien sûr. Ouais, le rugby au niveau, je vois personne qui a gagné de l'argent. On l'a vu avec Thomas Savard qui en perdait trop. Voilà, et puis Mourad Boudjelal, bon, il a construit Toulon, ok, maintenant, est-ce que Toulon était rentable ou je suis pas du tout sûr de ça. Et d'où les résultats. Les résultats, on regarde Lorenzetti au Racing, oui, il y a des résultats, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'il peut investir. Pareil pour Montpellier, pareil pour... on peut en citer beaucoup, quoi. Surtout le Stade Français, quand même. Le Stade Français, ça c'est la cerise sur le gâteau. Est-ce que c'est pas un symptôme que ce sport-là, justement, il me semble, parce qu'en fait, en foot, on a le PSG premier champion tous les ans, en France, avec des plus gros budgets du top 14 avant-dernier, pour l'instant, à la 11e journée, 12e journée, je sais plus. Non, mais c'est... L'argent dans le rugby ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout, je suis désolé, l'argent ne fait pas tout. L'année dernière, nous, on est club de Fédéral 2 avec un des plus petits budgets du championnat, et on arrive en demi-finale du championnat de France. La preuve, l'argent ne fait pas tout. Bon, cette année, c'est pas tout à fait le cas au Fédéral 1. On a aussi un des plus petits budgets du championnat, mais bon, là, cette année, on n'a pas réussi à faire l'équivalent. Parce que la marche est trop... la marche est grande, trop et puis il y a beaucoup de choses différentes quand même. Clairement, on n'est pas dans la même cour. Mais effectivement, comme tu le dis, l'argent, tu peux être milliardaire et ne pas avoir de résultats au rugby. Parce que tu ne connais pas ce sport qui est un sport... Il faut le ressentir, il faut le vivre pour pouvoir le comprendre et l'animer. Voilà. Et pour finir d'enfoncer un peu le clou, malheureusement sur le top 14, est-ce que c'est pas... parce qu'on a beaucoup dit que le rugby français était malade parce qu'on n'avait pas de joueurs à un moment. C'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai, je pense. Ça n'a jamais été vrai. Ou parce qu'on n'avait pas de formation. C'est pas vrai non plus. C'est pas vrai non plus. Alors certes, la formation, il y a certainement des choses à améliorer, ça c'est sûr. C'est évident. Parce qu'il y a des moyens à mettre peut-être, mais... le top 14, c'était un peu pour détourner le feu du top 14. Parce que je pense qu'effectivement, on est quand même un peu dans cette problématique-là. Par exemple, moi j'ai aussi des choses qui me posent problème avec le top 14. Je voudrais prendre des exemples plus précis. Les règles sur les commotions, qui nous amènent à 12 remplacements. T'en penses quoi par match? J'en pense quoi? Non, mais tu sais que Bill Bowman a proposé, et le président de la fédération galloise il y a quelques années en parlait déjà, et Bill Bowman l'a amené, de revenir en remplacement sur blessure. Ça a fait éclater de rire Cédric Hémin sur un plateau de Canal+, mais Vincent Etcheto n'était pas si catégorique que ça. Qu'est-ce que tu penserais d'un remplacement sur blessure?
Bah après, c'est l'escalade pour moi. C'est l'escalade, remplacement sur blessure. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est des subterfuges à plein de choses. Donc, L'escalade, tu veux dire dans le fait de simuler les blessures ou des ouais, choses comme ça? Oui, ça c'est vrai que c'est un souci. ouais. Mais le fait qu'il y ait moins de remplacements, est-ce que c'est Ah, pas, est-ce qu'on revienne à en gros 2-3 remplacements par match et des joueurs qui jouent 80 minutes pour éviter de rentrer dans des murs pendant 1 heure et demie? ah oui, d'accord, j'avais pas compris ta Non, mais question. il y a deux volets, Ouais. hein. Il y a le problème peut-être d'augmenter les fraudes ou les simulations. Ça, Ça, c'est c'est vrai que c'est sûr. un souci à régler. Mais il y a aussi le fait de mettre d'avoir des joueurs fatigués de façon homogène sur un terrain qui libère des espaces, tout Bah simplement. écoute, en parlant de ça, moi j'ai joué à l'époque où il n'y avait pas de remplaçant. Voilà. Il y avait 15 joueurs. Tu joues au rugby, 15 joueurs. Donc quand il y avait un blessé, tu jouais à 14. Enfin, un vrai blessé, je parle. Le mec, il pouvait plus jouer du tout. Et même, j'en ai vu qui boitaient et qui restaient sur le terrain. Voilà, effectivement, ça équilibrait les forces. Alors oui, comme tu dis, le nombre de remplaçants à outrance, ça va encore truquer un peu Mais le jeu. ça favorise quand même les clubs riches, non? Ceux qui ont Tout des à fait. internationaux, 7 internationaux sur le banc. Ouais. Quand tu as un gros banc, tu le vois d'ailleurs, les équipes qui ont des gros bancs font des performances. Enfin, on va dire en général. Ceux qui ont des bancs moins importants subissent. Voilà. Ouais, clairement, bien sûr. Moi, je sais pas, ça me paraît. Parce que c'est quand même le président de World Rugby qui en parle. C'est plus quelque chose de complètement. Dont Ouais, on parlait au localisé. café du coin, quoi. Ouais. Moi, je suis plutôt pour, hein, mais c'est pour ça que je pose cette question, elle m'intéresse. Le coaching à outrance me fatigue un peu, personnellement. Alors moi, est-ce que tu as des contacts à ton niveau avec Proval? C'est une question que je voudrais savoir. Non. Est-ce que tu as des contacts? Non. On en a eu, alors Proval, on en a eu en début de saison, puisqu'on cherchait à recruter des joueurs. Et comme on était en carence de joueurs sur certains postes, on a à un moment donné contacté 2-3 personnes qui sont issues de ce monde-là. Mais bon, c'est un autre monde, et puis on a vite compris qu'on ne pouvait pas y accéder. D'accord. J'ai une autre question aussi. Qu'est-ce que tu penses de la politique et la cohérence de la DNACG? La DNACG. Alors, la DNACG, c'est un organisme qui est là pour surveiller, qui est d'ailleurs détaché du ministère des Finances, et qui est détaché sur le monde sportif. La DNACG, c'est pas que pour le rugby, il y en a pour tous les sports. Alors moi, je trouve que c'est un garde-fou qui est intéressant. Je pense qu'il faut avoir, un moyen de vérifier les comptes des clubs de rugby parce qu'il a été fait et il se fait encore n'importe quoi dans ce monde-là au niveau de l'argent et puis des budgets qui sont alloués et des fois faussement alloués. Donc là, je suis d'accord avec ça. Après, moi, pour le vivre au jour le jour, nous sommes, nous, un club amateur, vraiment. La structure, elle est aussi d'amateurs aussi, donc d'amateurs et de bénévoles. Pouvoir répondre aux exigences de la DNACG avec des bénévoles, c'est compliqué, quoi. Et c'est pas accessible à tout le monde. Enfin, nous, c'est difficile pour nous. Donc, je pense, pour moi, c'est trop lourd. C'est trop lourd pour les clubs amateurs de Fédéral 3, Fédéral 2, Fédéral 1, c'est encore pire. Donc, voilà. Ok, non, c'était une question. Une autre question encore, là, je passe en revue toutes les questions que j'avais listées. Est-ce que les agents de joueurs, est-ce que tu en penses quoi? Est-ce que déjà tu as eu beaucoup de contacts avec des agents de joueurs? Ou pas encore? Alors, si. Moi, ma politique, c'était je voulais pas traiter avec eux, déjà. Ça, c'est ma première chose. C'était si je voulais avoir des joueurs que je ne connaissais pas, je voulais les avoir en direct et ne pas passer par des agents. Ce qui a été fait. On a eu 2-3 contacts avec des agents qu'on connaissait déjà, qui avaient joué ici, qui ont été joueurs ici, qui sont devenus agents après. Donc comme c'était des relations humaines différentes, on les a contactés pour avoir des conseils surtout. Mais moi, dans mon état d'esprit, passer par un agent pour qu'un joueur vienne jouer à Drancy, c'était pas du tout dans mon état d'esprit et ça me convient pas. Je n'arrive pas à comprendre qu'un joueur puisse pas gérer sa
Mm. sa problématique économique tout seul. Et d'ailleurs, ici, bon, je dirais pas qui c'est, mais on a un ex-joueur pro qui a quand même fait 10 ans en Pro D2, qui était géré par un agent, et qui m'a expliqué que il s'était bien fait avoir par son agent. Mm. Donc voilà, c'est un parmi tant d'autres parce que c'est des choses qu'on entend très très souvent. Voilà, ils sont pas forcément tous honnêtes. D'accord. Alors, je voudrais aussi parler de science-fiction rugby un peu. En France, la culture club est-elle... Enfin, on peut difficilement envisager autrement, j'ai l'impression, parce que ne serait-ce que par exemple les fusions. Les fusions Bayonne, Mm. il y a des gens... Voilà. Qu'est-ce que tu penserais par exemple d'une fusion Bayonne-Biarritz? Bah alors, moi, pour être un fanatique de cette région-là, et d'ailleurs, je pense un jour y vivre, donc je suis très attaché à la région basque et landaise. Euh, quand tu es là-bas et que tu discutes un petit peu avec les autochtones, tu te dis que ça va être impossible à faire parce qu'il y a une telle, on va dire, un tel engouement pour les biarros et pour les baïonnets de leur identité propre que tu te dis que tu ne vois pas comment ça va être possible. Mais il y a un facteur économique qui fait que, pour moi, si ils veulent que le rugby basque reste à un haut niveau de rugby, je pense qu'ils seront obligés de faire à un moment donné de s'entendre. Parce que le bassin économique ne permet pas d'avoir deux clubs de top 14 à ce niveau-là. À ce niveau-là, je pense que c'est pas possible. Alors après, pour moi, c'est une perte d'identité, hein, parce que si le jour où ça se fait, Bayonne-Biarritz, voilà, il y aura un des deux clubs qui sera mangé par l'autre, comme ça s'est vu avec plein de clubs comme le Racing Métro, le Stade Français CSG, etc., etc. À un moment donné, il y en a un qui se fait manger. Donc, je suis pas forcément pour. Et puis le modèle économique du tome 14 ne me plaît pas. Donc, Voilà, est-ce que c'est souhaitable aussi? moi pour l'identité rugby, je trouve Pas forcément. Non. Moi je suis anti top 14, ça ne me plaît pas, clairement pas. D'accord. Alors maintenant, je veux juste peut-être aborder ce que tu connais de l'expérience que tu as en tant que président maintenant, de ce que tu vois du dopage dans le rugby actuel. Alors, ce que je vois du dopage. Alors, ici au club, franchement, j'en ai pas vu. J'en vois pas. Si j'en voyais, j'interviendrai tout de suite. Après, ce que je vois pas, ça existe peut-être. Je l'espère pas. Ouais. Vu le profil de mes joueurs, je pense pas qu'il y en a qui soient dopés. Franchement, là, ou alors qu'il faut qu'il arrête parce que s'il y en a, ça sert à rien. Ça, c'est sûr. Après, je suis complètement contre ça. C'est un truc. Je l'ai vécu. Alors pas moi directement, mais à travers mon fils. Mon fils qui a joué au rugby, qui joue encore. Il joue plus à Drancy, mais il joue dans un autre club. Il est passé par le Racing en Réchelle. Et à l'époque, ses entraîneurs, mon fils, il fait quand même déjà 1m83, 84, il devait faire à l'époque 90 kg pour jouer un poste de centre. Le staff du Racing, avec Berbizier et compagnie à l'époque, hein, c'était pas les peintres, l'ont pris un jour pour discuter avec lui de son avenir et lui ont dit, bah écoute, nous, on te voit bien être sur du haut niveau senior, mais il faut que tu prennes 10 kilos. Voilà. Voilà, 10 kilos. Alors, 10 kilos, comment tu prends 10 kilos quand tu as 19 ans? Mais c'est pas tu prends 10 kilos sur 2 ans, hein. Il faut que tu prennes 10 kilos là, dans 3 mois, là, il faut que tu prennes 10 kilos. Voilà. Comment ne pas se doper? Parce qu'un jeune, quand ça a 18-19 ans, que ça rêve de top 14, de haut niveau, il est prêt à faire n'importe quoi. Hein. Ouais, c'est sûr que c'est pas très... Donc voilà, je comprends qu'il y ait des gens qui se dopent pour avoir un petit peu touché le rêve. Et je trouve ça dommage. Après, dans le milieu du rugby pro, je suis un peu circonspect des physiques qui existent. Donc que les gars ils boivent tous de l'eau claire, ça j'y crois pas du tout. Et vu l'intensité des matchs et la répétition des matchs et des entraînements, physiquement, je sais qu'ils ont beaucoup de périodes de récup.
Mais je pense que, bon, faut être clair, moi je pense que oui, il y a du dopage dans le rugby, bien sûr. Clairement. Ouais, bon, alors, et en fait, je vais faire peut-être une dernière question sur. On parlait des fusions là, mais entre le système des franchises type c'est l'Irlande, Hum. le système et la culture club française, je sais pas est-ce qu'on n'a pas une troisième voie possible? Bah, moi j'y réfléchis déjà depuis un petit moment parce que moi je pense qu'il peut y avoir des clubs. Alors, il y a des franchises en Irlande, il y a des provinces en Nouvelle-Zélande, des choses comme ça qui permettent d'avoir des belles structures de clubs. Moi, je pense que la survie du rugby va passer par un mode un peu comme ça. Mm. Donc, il va falloir à un moment donné que, tu vois, par exemple, ici, on est dans le département du 93, un département qui souffre rugbystiquement, c'est difficile. Tu vois, Bobigny était en Fédéral 1 pendant des années, ils se sont écroulés, ils sont en Fédéral 3. Mm. Nous, on s'aperçoit que la Fédéral 1, voilà, c'est difficile. Mm. Moi, je pense qu'il faut peut-être un moment réfléchir à quelque chose de plus sectorisé, peut-être. Et moi, je réfléchis d'ailleurs à, pourquoi pas, penser à un club 93, Mm. avec garder des entités de ville comme il y a actuellement, mais avoir peut-être une vision d'un club qui pourrait jouer à un bon niveau, mais qui représenterait le département. Et je pense que dans plusieurs régions de France, il y a des réflexions qui se font. Il y a déjà des clubs qui existent, comme la BC15, je crois, qui regroupe 2-3 clubs en bas. Et ils ont déjà, eux, créé cette dynamique-là qui apparemment fonctionne sur les jeunes, etc. Mais je pense que l'avenir du rugby passera par là, parce que économiquement, ça tient pas la route. Et même, je veux dire, humainement, ça tient pas la route non plus. Parce que tous les clubs, tous les présidents de clubs avec qui j'ai pu discuter, on a de plus en plus de difficultés à avoir des bénévoles, à faire vivre les clubs. Il faut savoir que la société maintenant, on est tous des individualistes, voilà, et que les gens ne donnent plus pour donner. Ils veulent du retour tout le temps, ils donnent rien sans rien. Et le bénévolat, pour moi, est en train de mourir. Alors, au niveau rugby, c'est criant. En plus, les bénévoles que tu peux voir sont souvent des personnes d'un certain âge. Tu as un autre état d'esprit. Les jeunes de maintenant, par l'ordre de bénévoles, tu vas être surpris. Donc je pense qu'il va falloir envisager d'autres systèmes pour que ça puisse tenir le coup. Et je parle pas des petits clubs encore, parce que là c'est encore pire. Oui. Et des problèmes financiers et des problèmes de bénévoles. Oui, on le voit. C'est super difficile. On le voit au niveau des éducateurs, des fois qu'ils sont tout seuls. Et donc pour en revenir à ce que tu me posais comme question, les franchises, etc. Bon, ça c'est un modèle britannique et anglo-saxon. Je pense que nous, on aura notre modèle à nous français, mais on sera obligé d'arriver à un moment pour que ça puisse pérenniser, être pérenne, trouver des associations, je ne sais pas encore comment. Ça sera peut-être localement, par région, je ne sais pas. Mais économiquement, et même humainement, ça va être difficile de tenir. Voilà. Ok, alors ma dernière question sera, est-ce que tu penses à quelqu'un que je pourrais interviewer? Au club? Non, mais en général, n'importe qui. Peut-être ton copain journaliste, ancien journaliste. Ah, pourquoi pas? Non, enfin, en tout cas, pense-y. Oui. C'est pas grave, c'est peut-être pas la. Oui, mais je vais y penser et je reviens vers toi pour te Voilà, donner, quand tu veux. pour te donner des idées de personnes intéressantes qui connaissent bien le rugby. Voilà, ça m'intéresse. En gros, des acteurs, et je le dis d'ailleurs dans la vidéo qui va paraître, donc aux gens qui veulent se manifester, des gens qui ont des choses à dire, qui sont pas dépendants trop économiquement du rugby parce que leurs paroles seraient un petit peu liées forcément, mais qui sont passionnés, amateurs justement, qui représentent bien l'esprit de ce sport. Bon, Benjamin Perrier, merci beaucoup. C'est moi. Merci de l'interview. À bientôt. Au revoir.